Mais bonjour, bienvenue dans ce dernier, déjà, débat de la journée de la création de l'ARP. Alors, c'est pas vraiment un débat, c'est plus une discussion, un échange, un regard croisé. On l'a intitulé ainsi entre scénaristes, une plongée dans c'est quoi être un scénariste, comment est-ce qu'on travaille au quotidien. Moi, je suis là mais pour poser des questions, mais je vais essayer d'être un peu en retrait et plus vous entendre parler entre vous. Enfin, on va essayer de faire ça comme ça. On a autour de la table donc trois scénaristes. Fadette Drouard, pour commencer. Voilà, on vous connaît notamment pour avoir écrit Grand Corps Malade de Mehdi... Grand Corps Malade. Perdu. Patient de Grand Corps Malade, voilà, c'est ça. Patient de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Papicha de Monia Medour, ou encore Le Dindon récemment de Jaïl Lesper. Un parcours assez éclectique. Jean-François Alain, on vous connaît pour le scénario des 3 OSS 117, dont le prochain, on espère pouvoir le voir prochainement. Ça fait longtemps qu'on en entend parler, qu'on est censé le voir. Je m'efforce de ne pas parler parce qu'on m'a dit que j'étais bavard, alors je vais juste hocher comme ça. Ah non, mais on a envie de vous entendre, on a envie de vous entendre parler. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis il y a la série également au service de la France. Voilà, sur Arte. Sur Arte, pour prendre quelques exemples. Et enfin, Agnès de Sassy, vous travaillez par exemple avec Valéria Bruni-Tedeschi, Les Estivants récemment. Vous avez fait Les Envoûtés de Pascal Bonitzer également, Yao de Philippe Godot, ou Carnivore de Jérémy et Yannick Régnier, pour citer des films récents. Bonjour, merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Peut-être pour commencer, on pourrait revenir sur votre parcours, parce qu'il est assez différent, assez singulier aussi. Comment est-ce que chacune d'entre vous en est devenu à devenir scénariste, à avoir envie d'écrire pour le cinéma? À moi? Je suis pas Fadette, oui. À moi, allez. Moi, c'est assez simple et assez linéaire en réalité. J'ai fait des études scientifiques et puis j'hésitais entre médecine et journalisme de cinéma. On m'a dit, bon, fais médecine. Et puis j'ai fait 1 an de médecine et je me suis retrouvée journaliste de cinéma. C'était un métier génial que j'ai fait pendant plus de 10 ans dans une petite rédaction dans le Nord et qui m'a permis de rencontrer plein de gens et de parler de cinéma avec encore plus de gens. Et c'était absolument vraiment, vraiment génial et très formateur, je crois, en plus. Et en parallèle, je suis allée jusqu'au doctorat des études de cinéma, parce que tant qu'à faire, autant savoir de quoi on parle. Et puis, il y a 6 ans, en fait, je discutais avec Ramzy, que j'avais rencontré sur une interview, et qui m'a dit « Mais tu devrais faire du cinéma ». Je dis « N'importe quoi ». Et puis, il s'est débrouillé pour me refiler un projet qu'il avait en tête, qu'il n'arrivait pas tout à fait à écrire. Et puis, en discutant, petit à petit, il a ramené le clavier un peu vers moi. Et puis, j'ai gardé le clavier. Voilà. Et je me suis retrouvée là-dedans par pure inconscience. Et c'était génial. Alors, je suis restée. Ce premier film, c'était ? Le premier film, c'était Hibou. Voilà, mon tout premier film, et mon deuxième, ça a été Passion. Et puis après, j'ai de la chance, ça s'est plus arrêté. C'est parti. Ouais. Et vous, Agnès ? Alors moi, je pense que je voulais écrire depuis longtemps, depuis l'adolescence, sans savoir précisément quel objet j'écrirais. J'ai plutôt commencé par le théâtre, en réalité. C'est-à-dire, j'avais envie... Du coup, j'ai fait des études théâtrales, j'ai fait des études littéraires et théâtrales, j'ai écrit des pièces de théâtre. Et puis, j'ai assez vite compris qu'il y avait aussi une question économique. C'est-à-dire que je voulais pouvoir... j'étais par ailleurs cinéphile, je voulais pouvoir vivre de mon écriture. Et puis, j'ai passé le concours de la FEMIS en me disant... À l'époque, je fais une petite digression, Jean-Claude Carrière venait de prendre la direction, en fait, de la FEMIS. Et c'était aussi un homme de théâtre. Donc en fait, ça m'a donné une espèce de légitimité. Tout d'un coup, je me suis dit, si Jean-Claude Carrière est directeur de cette école, peut-être que sans écrire... J'avais aucune idée de ce qu'était l'objet scénario, mais aucune. Je savais juste que j'avais un goût pour les personnages, pour la dramaturgie, pour le récit, voilà. Et puis j'ai passé ce concours et ensuite j'ai été formée par l'école. Et ensuite, ça a été des longues... années de fidélité, c'est-à-dire d'écriture de longs métrages avec des jeunes réalisatrices, réalisateurs avec qui j'ai travaillé à la sortie de l'école et on a construit tout un parcours de coécriture. Moi, je suis très attachée à cette idée de la coécriture, plus ou moins, avec des réalisateurs plus ou moins écrivants, mais néanmoins dans une vraie collaboration. Voilà. On en parlera certainement tout à l'heure. Jean-François ? Moi, c'est une question de quota, parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on le voit, seulement un scénariste sur 3 est un homme. Donc, je voulais rétablir ça. Je me suis dit, il faut qu'il y ait des hommes scénaristes. Voilà, ce scandale-là. Non, je suis passé par diverses étapes de la
de l'écriture. D'abord, j'ai écrit des sketchs pour la radio, et puis ensuite, par les rencontres, après, je suis arrivé au Guignol de l'Info. Je suis resté assez longtemps, 6 ans. Et puis ensuite, je voulais... alors, j'aimais le cinéma depuis très longtemps, depuis toujours, à vrai dire. Alors, j'ai fait des études de commerce, ce qui n'a absolument rien à voir. Parce que mes parents ne voulaient pas que je fasse ce qui ne s'appelait pas la FEMIS à l'époque, ça s'appelait l'IDEC. Voilà, c'est ça. Et je t'envie. Et non, mais c'est vrai. Je comprends, c'est des années exceptionnelles. Voilà, et mes parents ne voulaient pas, donc j'ai fait une école de commerce qui avait le mérite d'être généraliste. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai fait de la radio pendant l'école de commerce. Bref, c'est comme ça que les choses ont commencé. Et puis, je suis arrivé au cinéma. Je pensais ne pas pouvoir un jour écrire un film. Voilà, c'est arrivé comme ça par Patrick Timsit qui m'a appelé sur un film, oui, parce qu'il y avait eu quelqu'un qui était parti, voilà, un scénariste. Voilà, les choses se sont faites de manière empirique, non prévisible et par les rencontres. Voilà. Mais j'écris des films, mais pour moi, globalement, j'écris toujours des spectacles, j'écris une série télé, voilà, je m'estime scénariste, mais pas que, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que chacun de vous trois, vous avez commencé par l'écriture, mais des écritures différentes, et pas des écritures de cinéma. Parce que déjà, il y a une technique particulière, enfin une manière d'écrire un film qui est très différente de ces autres formes d'écriture. Est-ce qu'il faut un peu se détacher de la manière dont on écrit en journalisme, ou la manière dont on écrit au théâtre, ou la manière dont on écrit pour du stand-up, ou pour de l'humour, pour écrire un film? Mais je pense, pardon, je dis juste une chose, je pense qu'en fait, pratiquement personne ne peut, à 12 ans, 15 ans, au moment où commencent à s'élaborer les rêves, se rêver scénariste, parce que le métier est quasiment inconnu. C'est-à-dire que, donc, on se rêve écrivant, on se rêve, je ne sais pas comment dire, transportant nos émotions par des mots et éventuellement des personnages, ou avec plus ou moins des situations, l'humour, enfin chacun son ton, et on l'approfondit, on l'accomplit avec les années. Mais aujourd'hui, si tu parles de ton métier à des gens qui ne sont pas dans ce métier-là, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est un scénariste. Absolument, absolument. Et les gens te disent d'une manière benoîte, mais tu fais quoi, tu écris quoi, ce qu'on dit, ou enfin, voilà. C'est ça. C'est un métier qui n'est pas connu, enfin voilà. Mais alors tu sais ça, mais alors tu es sur le tournage, tu fais quoi? Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment un métier qu'on découvre dans le travail, par les rencontres apparemment, pour la plupart d'entre nous. Hein, et souvent par la passion du cinéma ou la passion de l'écriture, voire les deux. Quoi. Il y a une espèce de rencontre entre les deux. Mais c'est difficile aussi quand on s'estime cinéphile et quand on a la passion des metteurs en scène, et c'est difficile de se confronter au cinéma. Parce que là, c'est quand même... quand les chefs-d'œuvre que tu aimes, c'est très compliqué de se dire, d'avoir la prétention de dire je vais écrire un film. Enfin, moi, ça m'a longtemps handicapé, je ne sais pas comment dire, privé, voilà. C'est même pire quand on y est presque. Moi, j'ai fait une mini crise de panique au César. Me retrouver dans la salle, voir passer des gens que tu admires. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Pourquoi? Non, sûrement pas. Il y a un côté un peu... Moi, j'aime le cinéma depuis tellement longtemps. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi on viendrait me demander d'écrire quelque chose? C'est très étrange. Il y a un problème de légitimité. Complètement. Oui. Voilà ce que disait Jean-François. Quand on aime le cinéma, qu'on a des films en tête, et des choses comme ça, qu'on se dit, mais moi, je vais faire ça, vraiment. On va laisser Scorsese. Hein. C'est difficile de regarder je sais pas moi... On parlait de Mankiewicz tout à l'heure, ou de regarder un Mankiewicz, et puis après, le lendemain matin, se remettre sur son ordinateur. Alors, scène 23. C'est un petit peu difficile. Mais sinon, pour revenir à votre question, il y a évidemment, c'est très différent d'écrire un film. Enfin, écrire un film n'est pas si éloigné que ça d'écrire une pièce, finalement. Enfin, la structure vient de là aussi. Oui. Mais écrire des articles ou écrire des sketchs, c'est pas du tout la même chose. Et puis, toi, tu n'as pas écrit pour la télévision, Agnès? Non, très peu. J'ai écrit des téléfilms unitaires pour Arte, mais finalement, pas de série, jamais. Tu as failli. J'ai failli, absolument. Voilà. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Toi non plus, j'espère. Non plus. Non, parce qu'on a failli travailler ensemble. Pardon, on va pas faire des... Et écrire une série, c'était aussi... une structure, évidemment, c'est proche du film, mais c'est une structure très particulière, parce que c'est comment pourrait-on dire, presque des petits films en 25, 30, 50 minutes, et en plus dans lesquels il faut ce qu'il n'y a pas au cinéma,
tenir en haleine le spectateur. Ce qui amène... Oui, enfin... Il n'y a pas au cinéma, Non, il y a au cinéma. Mais ce que je veux dire, mais dans une série, il faut absolument que dans un épisode, il y ait une sorte, comme on appelle, un cliffhanger. Si tu n'as pas de cliffhanger, cette mythe ne va pas m'embêter longtemps. S'il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a pas de... les gens ne vont pas regarder après, voilà. Donc ça amène une structure qui est un petit peu particulière, qui d'ailleurs, selon moi, est en train d'arriver au cinéma. Oui. Vous avez remarqué ça sans doute. C'est pas forcément une bonne nouvelle, d'ailleurs. Je trouve que ça ne donne pas forcément des narrations aussi fluides ou aussi libres. C'est une narration très compliquée parce qu'il faut que dans les 10 minutes où les gens ont allumé leur télé, ils zappent pas en réalité. Et puis après, il y a encore pire. Enfin, moi, j'ai découvert ça un peu. J'ai commencé par le ciné, j'ai fini en série. Et j'ai découvert aujourd'hui des choses où on me dit « Oui, mais là, il faut un cliff. » Oui, à la fin. Non, il faut un cliff avant la coupure pub. Ah oui. Et alors là, on rentre dans un truc où on se dit « Oh là là, ok, bon, ça va être compliqué. » Mais en même temps, moi, j'aime bien les contraintes. Donc je me dis, il y a quand même quelque chose qui peut en être et qui peut être chouette. Pour revenir à ta question, en fait, pour moi, il y a quelque chose qui se ressemble entre l'écriture de journalisme et le scénario, qui est l'idée de se mettre dans la peau de quelqu'un pour raconter une histoire, tout en essayant de faire tourner les engrenages et en réalité de pouvoir montrer aux gens quelque chose de global. C'est-à-dire que quand tu couvres... moi, ça m'est arrivé de signer dans des pages en région, quand tu vas couvrir des choses politiques ou des conflits sociaux. Il y a cette notion de « je vais vous montrer une scène », en réalité. Et il faut aussi attraper le petit détail, la petite chose qui va pouvoir révéler le caractère de quelque chose. Donc ça, enfin voilà, bien évidemment, tout est relatif, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui forme un peu à ça et qui prépare un peu ça. Et ici, je pense à ça, en t'écoutant, tu remarqueras que dans la presse maintenant, et je parle de la presse, je pense au Monde par exemple, les grands papiers du Monde, tu remarqueras que c'est construit comme une série télé maintenant. Tu n'as pas vu qu'il y a un prologue? Oui, c'est vrai. Il y a un prologue sur un détail. Elle ne sait pas ce jour-là que puis après on revient à l'affaire. Je pense à ça là maintenant, mais c'est vrai. Comme quoi cette forme d'écriture est en train d'éteindre un petit peu partout, quoi. Oui, puis il y a le journalisme d'immersion en plus qui est autre chose. Mais façon d'attraper aussi les gens, c'est pareil en fait en journalisme. De faire exister les personnages. Le titre doit accrocher, le chapeau doit te garder, donc il y a quelque chose de ça aussi et de la façon dont on peut s'adresser aux gens. Je trouve que... Il y a quand même une différence essentielle qui est que que ça s'adresse un article directement à un spectateur, alors qu'un scénario ne s'adresse pas directement à un spectateur. C'est quand même un objet qui est, entre guillemets, technique, qui s'adresse à un réalisateur, un producteur, mais qui n'est pas lu, in fine, par le spectateur. Est-ce que ça, c'est différent? Est-ce que ça en fait un objet littéraire particulier et différent, le scénario? Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi. Moi non plus. D'abord, je pense que ce n'est pas un objet technique. C'est à la fois, bien sûr, c'est un objet qui sert... Enfin, c'est un temps de l'écriture. C'est un tout petit peu convenu de le dire, mais il faut vraiment le répéter pour ceux qui... C'est une écriture, un film, pour moi, je parle pour moi, c'est une écriture polyphonique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs écritures, ce qui est d'ailleurs assez exceptionnel. Et là, ça se différencie du journalisme. C'est qu'on s'additionne les uns les autres, on se tient les uns les autres. On est vraiment une sorte de chaîne extrêmement serrée. Et c'est le premier temps totalement essentiel où on ne fait pas que poser des techniques ou un récit, on pose la pensée du film, on fait émerger des personnages qui ont une certaine façon de s'exprimer, donc en plus après on cherche une incarnation. Il n'y a pas d'acteurs qui vont accepter, ils le savent les acteurs, c'est pas un objet technique qu'ils lisent, ils lisent vraiment quelque chose où ils voient qu'il y a un personnage avec une âme, des abîmes, quelque chose à explorer. Sinon, ça ne les intéresse pas. Si c'est une explication de texte, ce n'est pas un scénario. Il doit séduire le chef électro, comme il doit séduire la chef costumière, comme il doit séduire les techniciens. Tous ces gens-là qui doivent dire oui ou non finalement, comme ils doivent séduire le public après. Et le public, jusqu'à la fin. Non, pour moi, ce n'est pas technique. J'ai vu évidemment beaucoup de films que tu as écrits, mais je n'ai jamais lu tes scénarios. Mais en plus, pour nous scénaristes, il y a une vraie difficulté. C'est que on n'a pas réalisé. Non.
Je ne dis pas de bêtises. Moi, un peu. Toi, un petit peu, c'est vrai. Un petit peu, mais pas de long métrage. Donc, si tu réalises, tu sais bien que si tu écris pour un réalisateur ou avec un réalisateur, il faut bien se garder de mettre des termes techniques dans le scénario, parce que ça ne va pas du tout plaire. Donc, tu ne mets pas plan serré, tu mets, je ne sais pas comment, on est plus près, enfin, je ne sais pas comment on dit, voilà. Donc, et puis, il faut que ça soit agréable à lire, parce qu'il y a des tas de réponses qui vont venir de ce scénario-là. Ouais. Financière ou artistique, donc c'est, enfin en tout cas je pense qu'on fait tous pareil, on s'applique à faire notamment la didascalie, on s'applique à les faire avec une certaine façon d'écrire, un rythme en fonction de ce qu'on décrit, si on veut montrer un moment un peu plus posé, peut-être qu'il y aura un peu plus d'adjectifs, des phrases un peu plus longues, il faut que les gens soient captivés. D'ailleurs, on reçoit tous des scénarios qu'on nous demande de retravailler, ou on le sent, quoi. C'est-à-dire, il y a des scénarios qui, au bout de 30 pages, on n'arrive pas, enfin, on va continuer, mais on n'arrive pas à continuer. Et puis tu as ceux que tu prends et que tu ne lâches pas, et 1h20 plus tard, tu dis « Ah, je l'ai fini, voilà ». Moi, je sais pas. Non, c'est vrai que c'est très important. On pense souvent que c'est un... Pardon. Non, je t'en prie. Mais je suis totalement d'accord avec Jean-François, c'est-à-dire que... bien sûr, cette écriture des didascalies dont il parle, elle va se dissoudre. Donc, d'une certaine façon, c'est très étrange ce qu'on fait, nous, parce qu'on va soigner et travailler le rythme d'une phrase pour décrire une situation, un plan, finalement. C'est déjà un point de vue et un plan, des images qui vont se dissoudre dans la mise en scène, et on est fait pour ça, je donne nous les scénarios, en tout cas, les scénaristes, mais c'est pas pour autant qu'il faut ne pas le travailler. C'est-à-dire, c'est chaque mot, je dirais même la ponctuation, moi je la travaille, c'est-à-dire, je pense, comme chacun d'entre nous, c'est un rythme, c'est un souffle, et ça donne déjà cet élan qui sera évidemment modifié par les situations, les acteurs, des corps, des voix, etc., mais qui est le premier souffle. Donc c'est vraiment un objet écrit, c'est pas J'ai l'impression, vous avez lu des scénarios américains ? Oui, ils sont peut-être un peu plus techniques. Oui, je crois aussi. Ouais, par contre, ils mettent moins d'intention dans les dialogues. Oui. Parce qu'ils laissent une plus grande place... moi, j'ai travaillé avec des anglo-saxons, et ils laissent une plus grande place aux acteurs en se disant « Oui, mais si je leur donne trop, ils vont pas savoir se projeter ». Alors que souvent, nous, on est un peu plus quand même dans l'intention sur les scènes. Donc c'est assez étrange, il y a vraiment deux écoles. Après, le mélange des deux est assez rigolo quand on le fait. Mais c'est vrai que moi, c'est pas tant un objet technique qu'une étape. Moi, j'ai l'impression qu'il faut quand même, pour que le scénario marche, il faut que le film soit là, quelque part. Et j'ai du mal, moi, à écrire sans avoir les images, de toute façon. Et je pense que vous faites pareil, on écrit des images, après tout. Donc effectivement, on écrit aussi le rythme, on écrit aussi un peu de mise en scène, malgré tout, sans être technique, parce qu'au-delà de la question du réalisateur, il y a aussi tous les financiers qui lisent, et souvent, on doit penser à des gens qui n'ont pas le jargon et qui vont le lire et qui vont devoir se projeter. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut quand même jouer un peu sur les deux tableaux. C'est très bizarre en même temps. Puis nous sommes lus par une quantité incroyable de personnes. Oui. C'est-à-dire, il y a nos producteurs au départ, les réalisateurs, ensuite il y a les comités de lecture quand même, les lecteurs. Les commissions, les uns derrière les commissions, autres. C'est un document qui est peut-être lu par 500 personnes peut-être, ou 300 personnes, je ne sais pas, globalement. Donc il faut que ça soit effectivement... Et comme tu le disais, avec des gens qui n'ont pas forcément toujours le jargon. Voilà, donc il faut que ça soit... Oui, et surtout ça doit être plaisant, c'est-à-dire ça doit être effectivement... ça doit séduire, ça doit donner envie, ou ça doit émouvoir, enfin, quel que soit le type d'objet, mais parce qu'il faut aussi se dire, alors ça c'est encore autre chose, c'est que... Ça, c'est un truc compliqué. C'est que, comme on est lu par beaucoup de commissions, et à commencer aussi par d'ailleurs les acteurs, c'est-à-dire on est un objet qui va déterminer le financement ou pas du film. Donc, bien sûr, il y a d'autres critères, le nom du réalisateur, réalisatrice, mais néanmoins, le scénario est indispensable. Et il est lu vite, au milieu de beaucoup de scénarios. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut aller à la hache, au contraire. Enfin, ça veut dire que c'est à soigner jusqu'au bout et qu'il faut être exigeant. Et c'est peut-être quelque chose qu'on... Là, pour le coup, je pense que ça se différencie des autres écritures, que je connais moins. Donc, c'est que... Et qui est parfois difficile à gérer, c'est qu'on doit, en fait... on retravaille beaucoup. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de versions.
soit parce qu'on est nous-mêmes exigeants et pour aller au mieux d'eux, etc., mais aussi parce qu'on a beaucoup de retours de l'extérieur. Je pense qu'un auteur de théâtre, malgré tout, il est plus... Voilà, il va, il retravaille, mais à un moment, c'est son œuvre. Nous composons dans une industrie, et cette industrie, parfois, il faut tenir bon, parfois, il faut aussi écouter. Donc là, ça devient une sorte de pilotage à vue, et il ne faut pas perdre le film, enfin, le projet. Donc ça, c'est... Il ne faut pas se lasser. Et il ne faut pas se lasser, tu as raison. Parce que quand tu écris, je crois que c'est encore pire en comédie. Je pense que c'est possible. Quand tu es à la 11e ou la 12e version d'un scénario de comédie, ça ne te fait plus rire du tout. Il y a un moment donné où ça ne te fait plus rire. Et ça, il faut vraiment faire très attention. Quant à ce qui est... c'est le truc qui me fait marrer, c'est que quand il y a une chose à laquelle tu tiens vraiment, et quand un producteur te demande d'enlever tel ou tel truc, voilà, ben, il faut en défendre deux. Voilà. Puis il y en a un auquel tu ne tiens pas vraiment, tu dis bon d'accord, mais tu gardes l'autre comme ça. On a tous les ruses. Comment on a tous les mêmes ruses en réalité. C'est toujours les mêmes ruses. Voilà. Même que c'est marrant parce que les producteurs de OSS 117 m'ont dit l'autre jour, m'ont dit vous êtes tous pareils les scénaristes. On enlève un truc et comme par hasard c'est votre truc préféré. Voilà. Mais non, je peux imaginer qu'en comédie, c'est difficile parce que je trouve qu'un des ressorts importants, c'est la surprise. Bah, t'as écrit quand même... Oui, j'en ai fait, mais moins que toi, malgré tout. Oui, mais enfin, j'ai revu, d'une occasion un peu triste, j'ai revu Chercher Hortense. Ah oui. Voilà. Chercher Hortense, c'est vraiment drôle. Donc, à un moment donné, je pense qu'au bout de la 8e version, vous l'avez écrit à deux avec on l'a écrit à deux, absolument. Voilà. Ouais, avec Pascal Bonitzer. Ouais. Voilà. Oui, pardon, parce que... Oui, non, je dis pour... Et pour ceux au qui bout d'un écoutent, moment, je pense que, tu vois, la scène au restaurant japonais, peut-être qu'elle ne te fait plus rire au bout de la 8e relecture, enfin, ou version. C'est le danger, quoi. Ouais. Alors, je dois dire précisément sur ce scénario, et en tout cas sur cette scène, je crois qu'il y a eu 2 versions. C'est-à-dire, tu sais, c'est très très rare, hein. Non, mais donc, je frime, c'est ma minute frime. Pardon, c'est ma minute frime. Après, ça y est. C'est vrai, 2 versions, sérieusement? Non, pas sur le scénario, mais sur la scène. La scène, on a mis du temps à la trouver, mais une fois que l'idée est arrivée... C'est drôle parce que... En fait, c'est Pascal qui l'a écrite, mais d'ingé. C'est-à-dire j'ai quitté l'appartement de Pascal où on avait discuté, trouvé l'idée, posé la situation. J'ai pris le métro pour rentrer chez moi. Je suis rentrée chez moi, il me l'avait envoyé par mail. Et j'ai retravaillé un peu derrière, mais la scène était là, quoi. Oui, de quelle scène nous parlons? Non, je ne veux pas, je veux bien que vous la décriviez. Oui, pardon, aussi pour ceux qui... Oui, bien sûr. Tu la racontes parce que, pardon, mais c'est une scène qui est vraiment... Il y a des gens qui nous regardent, qui n'ont pas vu ce film, Chercher Hortense, on en a déjà parlé. J'en ai parlé à Pascal, que tu m'as présenté un soir. C'est un film vraiment très très bien. Et c'est un des meilleurs rôles de Bacri. Oui, en tout cas, il est extraordinaire. Extraordinaire. Et le gamin est extraordinaire. Oui. Ben, raconte rapidement, si tu veux, juste la scène pour que ce soit pas... Et après, je sais pas si je vais la raconter. Alors, non, mais très rapidement, alors je vais le faire vite, c'est juste... 2 grands comédiens en plus. Oui, c'est une scène entre Claude Rich et... Enfin, Jean-Pierre Bacri, qui cherche donc à demander un service à son père, qui est joué par Claude Rich, et qui est conseiller d'État. Et évidemment, à chaque fois qu'il le voit, c'est toujours un homme extrêmement pressé, extrêmement autoritaire, et Bacri n'arrive pas à lui demander ce service qui est essentiel et vital, que sa femme lui demande de demander. Et donc, une des difficultés scénaristiques, c'était justement d'arriver à renouveler le fait qu'il soit empêché. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il retrouve son père, quelque chose l'empêche de demander ce pourquoi il est là, quoi. Et bon, après ça, je ne vous expliquerai pas, c'est notre cuisine, mais il se trouve qu'on est arrivé à cette idée d'une scène donc dans un restaurant japonais à côté du Conseil d'État, où soudain, dans la façon qu'a Claude Rich de commander une glace au thé vert, Jean-Pierre Bacri devine que son père est homosexuel, en tout cas lui pose la question. Et a du désir pour les hommes. Et Claude Rich a cette réplique, c'est ça, en plus je peux la rendre aussi à Pascal, enfin on l'a trouvé vraiment, où il lui dit, mais... attendez, comment il dit exactement? Pas homosexuel. Oui, c'est ça, mais il lui dit, est-ce que je te pose la question autrement, est-ce qu'il t'est arrivé de coucher avec des hommes, lui demande Bacri, et Claude Rich dit oui, mais pourquoi ça fait de moi un homosexuel? Voilà. Et à ce moment-là, Bacri ne sait plus quoi dire, et bon, il descend, il va aux toilettes, il revient, la scène se poursuit, bref. Et la scène est vraiment très très drôle, et tout le jeu avec le serveur japonais qui est...
C'est magnifique, vraiment, c'est super. Mais C'est donc, très drôle. ouais. Enfin voilà, pour dire que là, ça a été parfois, voilà. Mais c'est même rarement le cas. Hein. Et quand vous attendez une idée comme ça, comment est-ce que vous attendez qu'elle vienne? Je veux dire, est-ce qu'il y a ça vient à n'importe quel moment? Est-ce qu'il y a des moments où vous dites je me pose, je réfléchis et j'attends d'avoir cette idée, et tant que j'ai pas cette idée, je n'arrête pas de travailler? Ou comment est-ce qu'une idée qui peut être une solution à un problème comme ça, elle arrive? Tourner autour. Après, je pense qu'on a chacun nos techniques. Moi, en gros, il faut quand même pas attendre que ça arrive. Comme ça. Enfin, je pense, hein, si je peux dire quelque chose pour les jeunes, ça arrive rarement tout seul, comme ça, du ciel. Mais ça peut venir en marchant. Mais ça peut venir, absolument. Par contre, c'est vraiment une sorte d'élaboration patiente. Je dirais qu'il y a un problème, pour moi, c'est vraiment comme une montagne, et il faut trouver la bonne face pour l'attaquer. Vous savez, on dit la face nord, la face sud. Et donc, en général, on ne le prend pas par le bon côté. Donc, on se retrouve à mi-parcours, on est paumé, on ne sait plus comment faire. Et il faut avoir le courage, et c'est là où on se tape beaucoup de versions, et de se dire, bon, je ne suis pas du tout dans la bonne direction. Il faut arriver à mentaliser, repenser le problème autrement, c'est-à-dire et se réouvrir l'esprit pour trouver des nouvelles idées. Il ne faut pas hésiter à mal écrire. Absolument, ouais. Hein, c'est ça. Lancer des trucs, lancer des conneries, il faut lancer beaucoup de conneries. C'est ça. Il faut être en confiance, lancer des choses. Écrire la scène sous un mauvais angle en se disant je sais que c'est pas le bon angle, mais au moins je vais l'écrire, j'en serai débarrassé. Et peut-être que de là viendra quelque chose. Mais je sais qu'en marchant, moi, ça me vient souvent. Parce que finalement, ça vient pas forcément sur l'ordi. Non, c'est vrai. Quand tu as un truc qui te mine, en tout cas... C'est le pire de rester sur l'ordinateur et de s'acharner à se dire mais si, parce qu'on voit bien qu'il manque quelque chose. Ouais. C'est très nébuleux, c'est très étrange. Il y a une espèce de forme qui se dessine, on se dit c'est ça, et le temps que ça arrive... Non, après, mais que ce soit en marchant ou en faisant autre chose, en réalité, ça reste à tourner dans la tête. Et c'est au bout de ce process de réflexion-là qu'on se dit « Ah bah oui, en fait, c'était ça ». Et en fait, souvent, c'est le plus simple. Et souvent, la solution est dans le scénario. Oui. Complètement. Mais après, ça, c'est un des 10 commandements de Billy Wilder, qui est effectivement, quand tu as un problème, l'acte 3, ça veut dire que qu'on n'arrive pas à trouver la fin, c'est que le problème est dans l'acte 1. Enfin, voilà, effectivement, il y a toujours quelque chose. La solution est dans le scénario. C'est dans le scénario mais et dans les personnages. Voilà. Mais on ne le voit pas. Et il faut arriver à l'attraper. Mais c'est là que c'est agréable d'avoir de la coécriture. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, il faut être en confiance. Et alors souvent, au début, quand on coécrit avec quelqu'un, on se dit je vais sûrement dire un truc très stupide, mais on le dit quand même. Et ce qui revient, en général... C'est ta formule ? C'est quoi la tienne ? Moi, j'ai un peu... Enfin, je me suis un peu calmée là, avec les années, mais j'ai très, très, très longtemps dit ça, effectivement. J'ai dit, bon, je vais peut-être dire une bêtise, mais et si... Alors, souvent, effectivement, ma formule magique, c'est comme les contes. C'est « et si elle faisait ça ? Et si il faisait ça ? Et qu'est-ce que ça donne ?» Comme on lance une hypothèse, et puis on la déroule à deux voix, à deux esprits, dans une pièce, et on voit où ça nous amène. Et puis parfois on se dit, bon, bah non, c'est une connerie, effectivement, mais en fait, souvent, ça rebondit. Oui, mais ça peut être tu peux faire des raisonnements par l'absurde. Vous avez fait des maths un peu ? Ouais. Pour prouver quelque chose, on prouve que le contraire est faux. Ah, ok, c'est pas mal. Non, moi, ça, je fais pas, moi, ça. Mais c'est un truc que je fais aussi parfois, comme tu disais, quand t'as la montagne en face et que tu vois bien que t'es bloqué, j'essaye de renverser les choses, de prendre l'inverse absolu. C'est-à-dire, là, il devait arriver un truc, bon, bah, il n'y arrive pas. Ouais, c'est ça. C'est bête parfois, mais ça permet de débloquer effectivement un point de vue, quelque chose de cet ordre-là. Enfin, on a tous nos petits trucs. C'est bien, vous parliez d'écriture collective, alors qu'on a tous un peu cette image d'Épinal, du scénariste qui travaille seul, de quelque chose, un travail solitaire, qui est aussi l'image un peu de l'écrivain. Est-ce que c'est vrai ? Et comment est-ce qu'on se répartit les tâches quand on travaille à plusieurs ? Enfin, est-ce qu'on se dit, toi tu écris ça, moi j'écris ça ? Comment est-ce qu'à un moment donné, il y a bien quelqu'un une personne qui doit écrire, non, je sais pas. Il y a autant de solutions que de configurations. Alors l'image solitaire, elle n'est pas du tout fausse. Hein. Oui. Ah non, il y a beaucoup de scénaristes solitaires, comme il y a beaucoup de gens qui écrivent seuls et qui sont... Il y a des coécritures, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a beaucoup de... Et ils ont des chats, normalement, non je pense. Et ils ont des théières. Et ils ont des théières, oui. Voilà, c'est ça. Des plaies, parce que quand on ne bouge pas, on a froid. Est-ce qu'on échange sur le scénario avec sa famille, autour de soi, avec d'autres personnes, juste pour éveiller les idées, ou au contraire, on reste dans sa bulle ? Essayer, mais moi, la famille, ils s'en foutent. Hein. Ah oui. Vraiment, ça leur passe à... Là, vraiment. Ils sont très dans la vraie vie. Il ne faut pas du tout, mais après, c'est...
Parce que ça rejoint ce que disait Agnès tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que c'est pire en comédie. Alors je donne pas de leçon, je donne juste mon point de vue. C'est que je pense que la comédie, il faut avoir vraiment son point de vue, son opinion, il faut s'y tenir. Voilà, parce qu'il n'y a rien de plus, je sais pas comment dire, compliqué que le rire. Finalement, on pleure à peu près tous des mêmes choses, grosso modo, mais on ne rit vraiment pas des mêmes choses. Et donc, si on commence à demander l'avis des gens, ou d'ailleurs c'est le problème de la comédie, et quand elle passe par des commissions ou des choses comme ça, je pense qu'il ne vaut mieux pas. Je pense qu'il vaut mieux rester sur son objectif, je ne sais pas comment dire, sa ligne, s'y tenir. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Et si je me plante, au moins je me suis planté pour quelque chose que j'ai réellement fait. Je pense que le rire ne supporte pas le compromis. De mon point de vue, mais... Oui, non, mais je pense que tu as raison. Et alors, je pense que pour le coup, c'est une des richesses de l'écriture scénaristique, en tout cas, telle que je la vis moi, qui est quand même souvent une coécriture. C'est-à-dire que... Mais ça rejoint d'une certaine façon ce que dit Jean-François, c'est-à-dire que quand on est tout d'un coup 2 ou 3, mais enfin c'est plus rarement 3, mais au moins 2, à être totalement enthousiaste, mort de rire d'un truc, ou juste totalement enthousiaste sur une idée, ou très ému, ben, je ne sais pas comment dire, mais c'est déjà autre chose que 1. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a tout d'un coup une sorte de force. Bien sûr qu'on peut ensuite tout laisser tomber, tout changer, mais malgré tout, et on en a besoin de cette confiance pour avancer, parce que c'est un long cheminement, un scénario. Et puis même, tout bêtement, c'est très joyeux de se retrouver, parce que, alors, pour répondre à votre question, moi, j'écris des moments en solitaire, mais plutôt vraiment, quand je dis coécriture, c'est-à-dire que ce soit avec Valéria Bruni-Tedeschi, que ce soit avec Pascal Bonitzer, que ce soit avec pas mal de réalisateurs avec qui j'ai bossé, Hélène Angèle, Michel Spinoza, enfin plein de gens. On est vraiment ensemble. Non, avec Philippe Godot, c'est différent, effectivement. Ou Roche Dizem, il écrit moins. Philippe Godot, il écrit moins, c'est plus moi qui tiens. Mais il y a beaucoup de situations où on est vraiment ensemble dans la même pièce, chacun avec son ordi. Et Zabou Bretman aussi, avec qui j'ai écrit 3 ou 4 films. Et on avait une pièce à la production, on se retrouvait tous les jours, ou à peu près, et on était chacune avec son ordi, donc on pouvait avoir 1 heure solitaire, mais on s'envoie toutes, et avec Pascal c'est pareil, on est chacun au bout de table avec l'ordi, on invente à voix haute les dialogues, je suis un peu bavarde, pardon, donc j'adore, et du coup, les choses... jaillissent en fait dans une espèce de... finalement dans une oralité, je dois dire. Et après, évidemment, on retravaille la matière écrite. Oui, mais le premier jaillissement, c'est de... plus, tu dois séduire quelqu'un aussi. Oui, c'est vrai. Et quand effectivement la personne en face, que ce soit Pascal ou Valéria, tout d'un coup, je lance un truc et que je vois qu'elle est... ça se sent effectivement tout de suite qu'il y a quelque chose... L'idée prend, et c'est très agréable. Voilà, on gagne du temps aussi sur les mauvaises idées. Aussi, c'est vrai. Parce que c'est vrai que quand ça prend pas... Enfin, moi, j'ai l'habitude de me dire, ça prend pas, je l'aimais bien. J'essaye de me battre un petit peu, et puis si ça prend pas vraiment, je pars sur quelque chose d'autre, et puis on cherche la 3e voie qui plaît à tout le monde. Oui, mais il y a une petite limite quand même, tu vois, j'ai fait peu de scénarios tout seul, enfin j'en ai fait quelques-uns. Je trouve ça très difficile. Tout seul, c'est très très difficile. Et effectivement, j'ai travaillé jusqu'à 3. Ouais. Que ce soit pour la série ou pour... bon, c'est pas des films, mais... si, c'est des scénarios. Et je trouve ça très joyeux, comme tu le dis, vraiment. Ouais. En plus, 3, c'est quand même le nombre génial, parce qu'il y a une majorité. C'est vrai, je suis archi d'accord avec toi. Mais je me suis souvent dit 3. Ah, les 3, c'est génial. Il faut le dire à tous, je ne sais pas s'il y a des producteurs qui nous écoutent, on est à l'ARP quand même, donc il y a quand même les producteurs, n'hésitez pas à investir sur 3 auteurs, c'est-à-dire pas forcément 3 tout le temps, tout au long, mais c'est un chiffre d'or. C'est un chiffre d'or. Ah oui, vraiment. Mais seul, il y a quand même un avantage, il y en a peu, c'est qu'il y a une idée, tu vois, on parlait tout à l'heure de séduire, tu séduis ton co-scénariste, mais il y a un moment donné, il y a des idées qui ne sont pas séduisantes au départ, et qui demandent d'être... et tu y tiens, et si tu t'en fais part à quelqu'un, il ne va pas accrocher, tu sais bien qu'elle n'est pas encore... et qu'elle demande, je ne sais pas comment dire, à être étirée, à être éprouvée, pour voir si elle casse. Et ça, je l'ai vu sur les OSS, par exemple. Des scènes que je n'aurais pas pu écrire avec quelqu'un d'autre. Oui, je comprends. Tu vois, soit parce qu'elles sont arrivées d'une manière complètement bordélique, pardon du terme, ou parce qu'un mot te fait rire et t'imagines une scène à partir d'un truc et une intrigue, ça m'est déjà arrivé. Et ça, c'est difficilement partageable. Oui, je comprends. Mais c'est un des seuls intérêts, je trouve ça très difficile d'écrire seul, quand même, vraiment.
Et j'ai vraiment une grande admiration pour ceux qui le font tout le temps. Ouais, mais je sais pas comment ils font, parce que moi j'aime bien aussi être avec plein de gens, puis on peut rigoler. Enfin, on fait pas ce métier non plus pour pas rire. On a de la chance de le faire, donc moi j'ai envie de ça, de cette joie-là. Et après, quand tu bosses avec des gens, là je travaille avec Reda Kateb, et on écrit un film ensemble, on est à deux, beaucoup, on discute. Et puis il y a des choses où des fois je lui dis mais si là je t'assure cette scène, et c'est pareil, je sais bien que c'est pas développé et que c'est pas encore là. Et puis lui, il fait pareil. Et puis en réalité, quand le texte passe de l'un à l'autre, eh ben on les glisse quand même, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce moment où on se dit « Allez, je le tente et je l'essaye ». Et puis on voit. Et puis il y a des choses où finalement, ça passe pas non plus le test du temps. C'est-à-dire que sur le moment, on est à fond, on se dit « Ah ouais, c'est bien ». Et puis tu reprends le métro, et puis tu réfléchis, tu te dis « Mais non, pas du tout. Ça marche pas, mais ça marche pas du tout ». Et en général, en réalité, la réflexion se fait pour les deux en même temps. Donc, mais même quand on est à deux, on peut passer les petites marottes, malgré tout. Après, ce qu'il faut dire aussi dans le fait d'être à deux, c'est qu'on a quand même chacun des forces et des faiblesses. En tout cas, oui, on peut dire ça comme ça. Et en tout cas, un certain goût pour certaines choses. Et on peut se compléter, ce qui est un peu basique, mais il faut quand même pas en avoir peur. C'est-à-dire qu'il y en a certains d'entre nous, et même entre scénaristes, qui sont très forts, en tout cas qui savent travailler la structure et qui aiment travailler la structure. Parce qu'il y a plein d'angles, quoi. Il y a la question des dialogues, des personnages, de la structure. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je reviens régulièrement à la structure. C'est-à-dire, c'est même quand on est dans une version dialoguée, on se retrouve parce que les dialogues nous amènent quelque part et les personnages nous amènent quelque part. Ce sont quand même eux qui mènent le récit, selon moi. Et donc, du coup, ça amène à repenser la structure. Donc, de nouveau, espèce de casse-tête de séquencier sur lequel on revient, essayer de comprendre, effectivement... les actes, et on se rend compte que finalement, là où on pensait qu'il y avait la rupture entre l'acte 1 et l'acte 2, c'est pas exactement... Enfin, bon, pardon, c'est technique, je vais pas rentrer dans le détail, mais il faut dire qu'il faut y revenir très régulièrement. Et c'est-à-dire que c'est comme alterner un point de vue de très haut, de Sirius, enfin comme si j'étais vraiment là-haut dans l'espace, j'essaye de voir l'ensemble du récit, de voir qu'est-ce que ça raconte, quelles sont les grandes lignes de force, et puis aussi dans le point de vue microscopique de la scène, du détail, du dialogue. Donc c'est l'alternance de ces deux-là, enfin pour dire qu'à deux ou trois, effectivement, on se complète. Quand tu trouves l'attelage qui se complète vraiment, c'est génial. Ouais. Et là, j'écris en ce moment un film avec un scénariste qui est beaucoup sur la structure, comme tu viens de décrire. Il dit lui-même un peu trop. Voilà. Et là, on est en train de faire le séquencier. Donc le séquencier, c'est entre le traitement et la version dialoguée. Quand on fait le séquencier, on est quand même bien arrivé déjà. On est pas mal, hein, tu vois, généralement. Et il a tendance à revenir à chaque fois au début. Et je lui dis non, ne reviens pas au début. On verra après. Mais c'est assez chouette, parce que moi, je suis pas très fort en structure et j'aurais tendance à chercher plutôt des dialogues ou des scènes ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Et quand on se complète, c'est super. Effectivement, mais c'est pas toujours le cas. Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est aussi parce que c'est un travail ingrat, la structure, quand même. C'est le moment où on se retient d'écrire une scène, pas tout le monde. De s'amuser. Non, mais pas tout le monde. Il y a des gens qui adorent vraiment ça et qui pensent ça comme une étape vraiment très importante avant ça l'est. Pour moi, ça l'est. Ah non, mais bien sûr. Moi, il faut que mon traitement soit à béton, forcément, mais des gens qui n'ont pas de et qu'on soit frustration. poser toutes les questions. Mais les scénaristes qui n'ont pas de frustration par rapport à ça, qui sont dingues de structure. Mais moi, ça m'amuse. Mais toi, je dois dire. Moi, ça m'amuse. C'est comme un puzzle. Pourtant, j'ai pas fait de maths, contrairement à vous, bizarrement. Donc, mais j'ai vraiment la sensation d'une chose. Pour le coup, c'est comme du montage. Oui. Et autant. Et d'ailleurs, j'aime particulièrement retravailler la structure une fois que les éléments du puzzle sont un peu définis. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a déjà des scènes dialoguées. Et parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'on bouge une scène. C'est des choses très précises, mais je pense peut-être pour ceux qui écoutent, c'est intéressant. Moi, je fais beaucoup les post-it sur les murs ou les petites fiches cartonnées. Enfin bon, et puis juste comme ils font dans les salles de montage. Et puis de prendre une scène et tout d'un coup de se dire bon là, il y a un truc qui se répète, on n'avance pas dans le récit. Et tout d'un coup, on enlève 2 fiches, c'est très facile. On les enlève du mur. On se dit mais tac. Et il y a un raccord. Je sais pas ça c'est une espèce de
pour le coup, d'un rapport un peu organique au cinéma, à force d'avoir vu des films, tout d'un coup, il y a un raccord de scène à scène qui produit de l'électricité, où on sent qu'il y a quelque chose qui avance dans le récit. Et un événement. Voilà, ça produit effectivement un événement. Et c'est de la structure d'une certaine façon, c'est-à-dire c'est jouer en tout cas Bien avec sûr. des éléments du récit et les modeler comme un mécano. Et après, c'est un mélange de structure et de sensibilité à qu'est-ce que ça produit. Voilà. De toute façon, quand la structure est vraiment travaillée et quand les intentions des personnages et leur destin est bien défini, le film est quand même... Oui. C'est là. Voilà. Après, les choses viennent assez naturellement, voilà. Ouais. Alors, c'est peut-être un peu moins sexy que des dialogues, mais voilà. Oui, il y a un côté... moi, je On a démarre envie de faire souvent... vivre les personnages tout de suite, mais bon. Oui, mais moi, je démarre souvent par un genre de fiche personnage, en fait. Quand tu démarres de rien, presque, tu as une envie, une idée, mais souvent, je démarre par des fiches personnages. Et du coup, en les posant, j'ai l'habitude de prendre cette image où j'ai une grande plaque de Lego, et puis tu construis les maisons, et puis tu mets les personnages, et puis tu leur donnes des petits outils dans les mains. Et tout ce boulot-là, qui est aussi un boulot de structure de départ, et te permet après, d'un claquement de doigts, de les mettre en mouvement et de les écouter. Et là, les gens imaginent vos maisons à vous deux, une remplie de Lego, l'autre remplie de post-it. Oui, c'est ça. Mais toi, t'as un plaid, une théière et un chat, donc... Non, moi je fais un truc et j'en ai plus en ce moment, mais ça va pas tarder. Non, parce que moi je fais un truc, j'ai un écran d'ordinateur qui est assez grand et c'est entre vous deux, c'est-à-dire que j'ai des post-it de couleurs différentes que je mets tout autour de l'écran. Ah oui. Je vais t'envoyer des Lego. Voilà. Tu fais ça Ouais, aussi. je fais ça aussi, ouais. Et le pied quand t'enlèves un post-it. Ouais. Ah oui. Mais comment tu te venges sur ce petit post-it après? Ça, celui-là je l'ai enlevé, voilà. J'aimerais juste revenir sur la question d'inspiration. Enfin, vous disiez tout à l'heure que c'était finalement pas forcément une bonne idée d'en parler autour de soi. Est-ce que malgré tout, le fait de vivre autre chose que de n'être simplement en train de travailler sur son scénario, est-ce que ça aussi, ça travaille l'inspiration? C'est-à-dire, pour poser la question qu'on doit vous poser beaucoup en ce moment, est-ce que le confinement, les différents confinements, ça a impacté votre manière d'écrire, la manière dont les idées viennent? Est-ce que vous avez moins d'idées, vous êtes moins inspiré, ou au contraire, finalement, ça a consacré du temps pour pouvoir écrire des scénarios? Je ne sais pas comment vous avez vécu ça. La vie, je pense que c'est pareil pour nous trois, mais enfin pour vous deux, mais évidemment que quand on écrit, on se nourrit de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on lit, des réflexions qu'on peut se faire, des discussions avec des amis, ce qui en ce moment n'est pas mais évidemment qu'on se nourrit de tout ça. Et je me suis même rendu compte là récemment dans un scénario que je suis en train de faire, avec un autre scénariste, je me suis rendu compte de l'impact qu'avait eu je me suis mis à regarder des séries un peu plus que d'habitude, comme tout le monde, voilà. Et je me suis rendu compte de l'impact, non pas sur les cliffhangers, des choses comme ça, mais de choses que j'ai rajoutées dedans. Et on se nourrit de tout ça, on se nourrit aussi de la lecture du journal, voilà. Mais pour moi, le confinement, objectivement, socialement, bien sûr, ça change des choses. Pour le travail, c'est-à-dire, c'est difficile de parler de ça, parce que... il ne faut pas négliger du tout toute la précarité qui ressort de tout ça. Mais moi j'avais des scénarios, signés avant, ça n'a pas une grande différence pour moi. Voilà, la différence, si, on a travaillé un peu en visio, voilà. Ouais, c'est sur les méthodes. Ce qui est très spécial, ce qui est très frustrant. Toi, tu me disais que tu préférais par téléphone. Ouais, moi j'aime pas la visio. Ouais. Voilà, la visio, j'aime pas trop. Mais honnêtement, moi, je peux pas dire que c'est un grand changement. Ouais. Je sais pas. Moi, je sais pas. Non. Oui, je suis dedans. Je sais pas. C'est ça. On est un peu dedans. Voilà. On en parlera plus intelligemment peut-être avec le recul, dans quelques années. Moi, je suis je sais pas. Alors, mais c'est intéressant de confronter. Effectivement, on pourrait penser que ça change pas grand-chose au quotidien, malgré tout. Oui. Disons, voilà, on n'est pas un métier qui est. En même temps, je pense que j'ai effectivement terriblement besoin comme tu disais, de me nourrir de beaucoup d'autres choses autour, et qu'il y a quelque chose très sournoisement, alors de plus en plus d'ailleurs, je ne l'ai pas tellement senti au début, mais qui se rétrécit, qui s'appauvrit, et qui parfois me fait peur. C'est-à-dire, j'ai l'impression que
aussi parce que finalement, j'ai l'impression que non pas que l'imaginaire se tarit, mais qu'il y a un élan, et puis aussi très simplement le fait que les cinémas soient fermés depuis si longtemps. Alors, ok, on a la chance, nous trois, on est là, on avait des contrats avant, on en a encore parce que tout le monde continue à croire et à espérer que les cinémas... Bon, mais on sait que ça va être des années extrêmement difficiles, donc il y a quand même un élan dans sa puissance qui, pour moi, est un peu, pas du tout brisé, mais teinté d'inquiétude. Voilà. Et avec quelque chose qui est le fait de voir moins de monde, d'avoir une vie plus... oui, qui est plus resserrée et qui manque. Je pense qu'à terme, ça peut manquer. C'est-à-dire, effectivement, le fait de ne pas retourner... Enfin, je l'ai écrit, pour un truc là, pour Bande à part. C'est vrai qu'on voit du coup des films sur les écrans, à la télé, des séries, plus de séries. Et je me suis retrouvée, là, à écrire pour une toute petite question, pour un magazine, pour Bande à part, à décrire la sensation que j'ai tellement éprouvée quand j'avais 20 ans, 25 ans, et encore après, quand on sort d'une salle de cinéma. Je me suis rendu compte. Ce que tu as écrit, c'est chouette. Je me suis rendu compte que je n'éprouve jamais ça devant un écran, même devant le plus grand film. C'est-à-dire cette sensation où vraiment le film m'habite dans le corps. C'est-à-dire on sort de la salle. Je pense que tous ceux qui aiment le cinéma ont vécu ça. Où tout d'un coup le monde est, je sais pas comment dire, le corps se dissout dans le monde. Quand on a vu un film d'amour, on est plein de désirs. On voit les visages différemment. On voit les regards autrement. On est léger ou lourd de quelque chose, mais on est vraiment physiquement habité. Parce que je pense que le cinéma est un espace qui est un espace du rêve et du fantasme, et que la salle noire produit ça. Et pour moi, l'écran, mais pour moi, c'est peut-être un truc de génération, je le dis très humblement, pour moi, l'écran ne le produit pas. Et donc, du coup, je suis un peu amputée de quelque chose, ouais. Parce que ça met dans une position particulière. Et puis, il y a un truc aussi, moi, je m'en suis rendu compte, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai revu un film qui passait à la télé, je me suis dit, bon, je ne vais pas le regarder, mais en fait, je me suis retrouvée à le regarder. Et juste, j'ai sauté sur ma télécommande, j'ai failli casser la figure, parce que à la fin du film, je voyais le moment où ils allaient couper le générique et où il allait avoir la pub. Ouais. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est ça, en fait. C'est ça aussi qui me manque quelque part. Mais effectivement, tu as vu sur Netflix, si tu veux voir le générique, il faut que tu coches un truc en haut à gauche. Ah oui, mais je l'ai fait ça. Maintenant, ça y est, c'est réglé. Non, c'est fou. Mais c'est fou, quand même. En soi, c'est fou. C'est quand même complètement dingue. Mais ce moment où tu sors d'un film, effectivement, et t'as tout ce que le film t'a donné et t'a transporté, et puis ce moment où tu bouges après. Et tu reviens au monde. C'est-à-dire que du coup, il y a ce voilà. Il y a un sas. Mais nous sommes scénaristes, on n'est pas souvent sur les plateaux, mais ça nous arrive d'aller sur les plateaux. Et donc, aller sur un plateau de cinéma ou de télé, c'est génial. C'est génial de voir tous ces gens qui vont... Il y a l'artisanat, déjà. Est-ce qu'il y a autant d'endroits où on mélange l'artisanat, l'artistique, enfin voilà. Et donc, ce générique qu'on nous enlève, ce sont tous ces gens-là. Ouais. Et je trouve ça fou. Ouais. Et moi, je me suis abonné à cette plateforme il y a très peu de temps, donc je découvre. En même temps, c'est pas vraiment fait pour les films. Enfin bon, c'est plus pour les séries. Et quand j'ai voulu regarder le générique d'un film en me disant tiens, mais c'est marrant, cette photo est très belle, qui a fait la photo? C'est pas. Voilà, si tu n'appuies pas pour regarder, c'est quand même dingue. Ouais. C'est fou. Ça montre aussi où se place le cinéma pour ces plateformes. Mais c'est vrai qu'on se pose plus des questions sur ce que vont devenir les films après, comment on va les sortir. Enfin, ça fait partie, effectivement, ce que disait Agnès. Aujourd'hui, on écrit, mais il y a quand même de temps en temps, quand tu te laisses un peu aller à la monotonie, à la lassitude, c'est l'impression d'écrire dans le vide, quelque part. Moi, j'ai un film qui est prêt, qui s'appelle La fine fleur, que j'ai écrit avec Pierre Pinault, et le film est prêt. Il devait sortir à la rentrée dernière, puis là en avril, puis je ne sais pas quand il sortira. Et c'est vrai que tu te dis, bon, je suis pleine d'énergie aujourd'hui, je vais me mettre à écrire, et tu ouvres ton ordinateur et tu te dis, oui, mais en fait... D'autant plus que les films qui vont sortir là, il y aura tellement de films qui vont devoir sortir que même si le film est un succès, il ne pourra pas rester très longtemps. Oui. Oui, on sait. Donc il ne pourra pas être un très gros succès. Voilà.
Donc les films, et puis n'oublions pas qu'il y a des films qui sont des succès qu'au bout de quelques semaines aussi. Il faut leur laisser le temps de s'installer un petit peu. Je pense pas que... Moi j'ai vu ici Antoinette dans les Cévennes, je sais pas si le film a marché dès le début, je suis pas sûr par exemple. Oui, je sais pas non plus, je sais pas. En tout cas, Mais tu vois le sentiment dont tu parles pour le cinéma, et que j'ai trouvé que c'était super bien ce que tu avais... J'ai pas aimé ce qu'a écrit Fadette, mais toi j'ai trouvé ça vachement bien. et c'est tout ce qui me fait aimer le cinéma, c'est rentrer dans la salle. C'est rentrer dans la salle, la lumière qui se fait, être avec des gens, la lumière qui s'éteint, pardon, être avec des gens que je ne connais pas, partager cette chose-là. Après sortir, quand t'es gamin, tu te prends pour le cow-boy ou pour... Oui, c'est ça. Voilà. On se prend pour les personnages, c'est effectivement, extraordinaire. si t'as vu un film, je me souviens quand j'ai vu le film d'Emmanuel Mouret, je ne sais pas si c'est ici ou dans le cinéma en face, le dernier film que j'ai fait, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai trouvé vachement bien, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, mais j'étais dans un état second, voilà, qui dure quelques temps. Et ça, c'est quand même vraiment agréable. Parfois, la lumière, déjà rien que la lumière dehors te saisit un peu, parce que c'est pas la même. Et il n'y a pas à dire, sur un écran, c'est quand même un produit de consommation, c'est pas la même chose. Ouais. Tu regardes un truc et c'est très rare que j'aille au cinéma et que je me dise que je n'aime pas du tout ce que je viens de voir. C'est très très rare, je sais pas. Il y a toujours... c'est enjolivé par la salle, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tandis que quand tu regardes quelque chose sur ton écran... Comme tu as la même sensation, toi, Fadette? C'est pas un truc de génération, si je puis dire, tu vois? J'ai pas toi qui es un peu plus jeune. L'hésitation que tu as eue. Je ne sais pas bon t'englober dans ma génération, voilà. mais bon, ça tu t'es vendu en partie d'idée, tu t'es vendu tout seul. Je suis de la même génération, c'est le mot que tu as choisi. On sent la personne qui est plutôt sur la structure. Voilà. Non, moi j'aime le cinéma. Voilà. En gros, j'aime les images, mais j'aime aussi l'expérience du cinéma. Et oui, j'ai besoin de ce sas de la salle. J'adore les salles de cinéma où, une fois que tu es sorti, tu as des longs couloirs dans lesquels tu marches un peu dans la pénombre. Parce que il faut pas me parler. Moi, quand je sors d'un film, il faut pas me parler. J'ai besoin aussi de le digérer et de ce process. Donc... c'est sûr que... Mais ça, pour revenir à ta question, qui était un peu sur l'inspiration et sur la façon dont ça se rétrécit, c'est vrai que ça fait partie des choses où, quelque part, on a besoin aussi... Enfin, moi, en tout cas, j'ai besoin... Pardon, je vais parler en votre nom, mais moi, j'ai besoin de m'inspirer du cinéma pour pouvoir me dire, bon, allez, on va écrire quelque chose qui, un jour, peut-être sera du cinéma. Et là, c'est difficile en ce moment. Mais est-ce que c'est... voir des comédiens. Oui. Voir des comédiens jouer, voir des... Tu vois, l'autre jour, je revoyais un film que vous avez peut-être vu, un film espagnol qui s'appelle El Reino, tu sais, Jean. Oui. Tu as vu ce film? Oui, je l'ai vu, oui. Tu as vu ça, El Reino? Oui. Tu vois, et voir ce comédien espagnol que nous, on ne connaît pas très bien, mais voir l'ampleur de son jeu, la façon dont son jeu devient de plus en plus tendu, c'est génial de voir ça. Enfin, tu vois, ça, pour nous autres auteurs, c'est génial de voir ça nous donne envie d'écrire pour ces acteurs-là. Mais est-ce que cette situation qu'on vit actuellement, est-ce qu'elle est présente dans vos scénarios? Je veux dire, quand vous écrivez, est-ce que vous vous dites j'écris pour un film qui se passe en fait en 2020, en 2021, donc forcément je suis obligé d'inclure le Covid, les masques, la fermeture des restaurants, et même comment est-ce qu'on écrit une scène de restaurant aujourd'hui alors que ça fait plus d'un an qu'on n'était plus... Comme un film érotique? Comme un fantasme? Non, je pense... c'est avec une bonne bouteille de whisky ou de vodka pour... un conseil de génération, je dirais aux jeunes scénaristes de ne pas écrire de films sur le confinement, sur le Covid. Non, enfin, voilà. sûrement Je pas. pense qu'il y en a à peu près 500 qui sont prêts. Et puis, mais je pense que tout ça va se ressentir. On ne le sait pas tous les trois. Quand on verra dans 5 ans ce qu'on a écrit là, en ce moment, il y aura forcément des conséquences. Peut-être aurons-nous écrit des films dans des environnements luxuriants, je ne sais pas, avec du soleil, des scènes d'amis, des scènes de repas, effectivement. En disant, mais Agnès, il y a quand même 5 scènes de repas dans ton film. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis d'un coup, au contraire, justement, des scènes érotiques, et tout, alors que j'en ai jamais écrit de ma vie. Je rêve, je dis enfin. Entre chaque fois, ils s'embrassent et ils se disent bonjour, ça veut dire quoi? Tu vois, il est trop tôt pour le savoir. Il est trop tôt. Alors moi, je m'en sors, j'ai un petit subterfuge qui est un peu un hasard, qui est qu'au moment du premier confinement, j'étais en train d'écrire, j'avais 2 scénarios en cours, dont un avec Valéria Bruni-Tedeschi, et qui se passe, qu'elle va tourner là en juin-juillet, qui se passe en 1986.
Alors ça nous a sauvés. C'est-à-dire qu'effectivement, non mais vraiment, et sûr. c'est par hasard évidemment, mais et on se l'est dit à plusieurs reprises. On s'est rendu compte à quel point, tout d'un coup, le fait de se remettre dans une époque où on n'avait pas à se poser la question de mon Dieu, alors comment on va justement la scène, le restaurant, le café, le machin, les masques, la présence de tout ça. Et puis même, c'était une sorte d'élan vers une autre époque. Il n'y a pas de portable. En plus, ça c'est très agréable. Mais en tout cas, ça nous a évité cette question-là. Mais je la croise dans d'autres écritures et j'ai pas les réponses. À chaque fois, c'est un vrai souci. Parce qu'il faut bien écrire d'un moment précis, de quand on parle. Moi, je peux pas écrire une scène sans savoir... Alors, ça, c'est peut-être mon côté un peu obsessionnel, maniaque. J'ai vraiment besoin de savoir dans quel temps elle se passe. Et même, souvent, j'ai besoin de connaître le lieu aussi. Je trouve que c'est... pour trouver la vérité d'une action, d'une situation, j'aime beaucoup. Enfin, je bouge les lieux jusqu'à ce que ça me paraisse bien. Et donc, si ça se passe alors, si on parle d'avant 2020, donc ça veut dire que c'est déjà un film daté. Si on parle de maintenant, effectivement, moi, je pense, comme Jean-François, on n'aura pas du tout envie de voir ça sur les écrans. Moi, la première, donc j'ai pas envie d'écrire un film que je n'ai pas envie de voir. Et le temps d'après, je ne sais pas faire, moi, écrire le temps d'après. Mais autant tu as envie de voir des films qui ont été un petit peu donc c'est un vrai problème. Comme Contagion, tu vois, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez revu, le film. Ah non, Non. Tu l'as revu, le film, c'est hallucinant. Qui est un film que j'ai trouvé plutôt bien, mais c'est drôle, je l'avais trouvé assez clinique. Mais en réalité, il est très, très visionnaire. Alors, autant ça, c'est intéressant, mais après, non, c'est impossible. Impossible. C'est impossible de faire un film... Mais c'est un peu, d'ailleurs, le masque, ça va devenir un peu comme les képis de flics, tu sais. Il y a des films français qui sont très datés parce que 3 mois plus tard, on a changé les képis, on a changé les casquettes, et puis après tu vois le film, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce film avec cette espèce de casquette qu'ils avaient dans les années 80. J'espère, j'en pensais que ce ne sera pas comme quand on voit les acteurs fumer dans les restaurants ou dans les voitures. Enfin, tu vois que ce ne sera pas... bref. On s'est posé la question là, avec Reda sur le film sur lequel on travaille, parce qu'il y a un moment, en fait, ça se passe en partie dans un hôpital. Et du coup, on s'est dit, mais où est-ce qu'on est ? Alors, on s'est projeté, on s'est dit, bon, potentiellement, on datera quelque part du jour où on le tourne. Mais du coup, les personnages vont avoir des réflexions qui vont être un peu différentes par rapport à ce qu'ils ont vécu en 2020 et 2021. Et ça, forcément, ça va infuser dans leur façon de se comporter et dans les actions qu'on va mettre en route après. Donc c'est vrai ça va jouer. Après, comme toi, pendant le premier confinement, j'écrivais avec Jean-Paul Salomé. On a écrit La Syndicaliste qui se passe en 2012 et ça, c'était trop bien. Mais tu vois, j'imagine que ça vous fait ça quand vous voyez... Je voyais un film argentin l'autre jour dans lequel les gens passent leur temps à se retrouver. Et ils s'embrassent entre hommes, et ils se font des accolades, et les femmes et les hommes s'embrassent et machin. Ça me fait bizarre, honnêtement, aujourd'hui. Ça vous fait bizarre aussi, un petit peu hein, absolument. On le remarque, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas le remarquer. Oui. C'est-à-dire au moins ça. Il y a une fraction de seconde où tu te dis, ah oui, non, c'est vrai, c'est pas maintenant. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça questionne vraiment la question de la représentation, du cinéma et de l'image, de la représentation du monde. Et du monde qu'on veut représenter, du monde... et d'une certaine façon, oui, c'est... Je pense que c'est une bonne chose pour les gens, pour le public, pour nous, que les films qui sortent... quand les choses se seront un peu allégées, soient des films tournés bien avant. Ouais, vraiment. Je pense qu'il va y avoir une sorte de bouffée qui va correspondre à une... Certaines personnes commencent à parler de belle époque à venir. Je ne sais pas si c'est vrai, tu vois. Des années folles, un peu. Voilà, bon. Qui ont duré très peu de temps, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je pense qu'au cinéma, il y aura des choses, là, qui vont vraiment changer. Qui vont changer de ce qu'on vit, puisqu'elles auraient été écrites avant. C'est idiot, mais voilà. Ouais, ça va être de la distraction, voilà. Je sais que j'ai vu le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film de Valérie Lemercier. Ouais, non. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai vu. L'avant-première était en face, la veille du confinement. Aline, voilà. Et je pense que c'est un film qui peut ravir les gens, notamment. Parce que, voilà, c'est parce que ça parle complètement d'autre chose. C'est marrant, peut-être une dernière question. Enfin, vous entendre, vous semblez avoir beaucoup de projets. Alors, je ne sais pas si vous travaillez sur un seul projet à la fois ou au contraire, vous avez toujours un peu plusieurs projets en même temps, un qui est plus avancé, un autre qui est un peu moins avancé. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faut faire un après l'autre ou au contraire, il faut tout faire ensemble?
Moi, ça m'est arrivé d'avoir 2 films qui sortent quasiment ensemble, enfin en même temps, à quelques semaines d'écart. 2 semaines d'écart, je crois. Et honnêtement, c'est vraiment bien. C'est vraiment... C'était arrivé, peut-être? Oui, ça m'est arrivé une fois bien, aussi, oui. Parce que tu mets moins de poids, enfin, en tout cas, tu mets du poids, mais ce poids, quand même, et même s'il n'est pas divisé par 2, et s'il y en a un qui marche un peu moins bien, enfin, je sais pas, bon, si les 2 se plantent, c'est terrible, j'imagine, mais je trouve que c'est pas mal, 2 films. Voilà. Mais c'est le hasard des calendriers, parce qu'en réalité, ils n'étaient pas écrits en même temps, et c'est le hasard après des distributions. Mais tu as déjà écrit 2 films en même temps, non? Oui. Moi, j'en écris souvent. Alors, maintenant, j'essaye de quand même... Disons que 2 films, je trouve ça bien, même assez passionnant. Après, au-delà, je trouve ça difficile. Je peux faire des consultations, des collaborations, des choses en plus, quoi, pour le plaisir, mais et pour le travail, d'ailleurs, pas que... Mais 2, et si possible, pas au même stade de l'écriture. C'est-à-dire, j'ai du mal à démarrer 2 films en même temps. Parce que le début, c'est une sorte de chaos, d'exploration. C'est là que tout est possible. Alors, si tout est possible, ça peut un peu se mélanger. Et j'ai envie d'avoir du temps, d'être un peu, d'être obsessionnel, d'aller chercher un peu partout. Mais enfin, par nature, effectivement, le scénariste travaille plutôt sur plusieurs projets. Je pense que je vois Fadette qui hoche la tête, et je pense que c'est ton cas. Et après, de goût, j'aime bien avoir quand même des moments, c'est-à-dire je coupe le temps, des moments d'isolement sur une seule chose. Voilà. Ça peut être, alors l'idéal de l'idéal, qui est assez rare, mais et de pouvoir partir, quand on est à 2, de partir comme Carrière le faisait avec Buñuel. C'était mon fantasme. C'est pour ça, je pense que j'ai voulu devenir scénariste. Tu l'as jamais fait sortir comme ça? Si, mais lui, il racontait qu'il allait au Mexique, il buvait des apéritifs, ils écrivaient toute la journée. Enfin bon, c'était une autre vie, c'était un autre temps. Les producteurs, effectivement, payaient des hôtels aux scénaristes, aux réalisateurs, pour partir 2 mois. C'est comme dans ce film, tu l'as vu, La Fête à Henriette? Oui, c'est ça. La Fête à Henriette, où 2 scénaristes sont dans un hôtel sur les bords de Marne, mais depuis 3 mois. C'est ça. Donc c'est le fantasme qui ne se réalise pas, mais qui se réalise par petits bouts quand même. J'arrive à l'attraper, on arrive à partir un peu, quoi, et avoir des moments où vraiment on s'enferme. Ça c'est génial. Et ça c'est extraordinaire. Ça c'est vraiment un grand plaisir. Même si on ne travaille pas 12 heures dans la journée, même si on se fait des repas un peu chouettes et qu'on fait on en parle quand même là de rien. Et on est moi je le fais à chaque projet. Comme tu le dis, évidemment, les productions ne font plus ce qu'elles faisaient avant, mais ça m'est arrivé quand même. Oui. Voilà. Sinon, je me débrouille, j'ai une maison en Bretagne, et je me débrouille pour emmener les co-scénaristes à chaque fois. Ouais. Et c'est toujours extrêmement fructueux. Oui, parce qu'en fait, les digressions sont aussi importantes que les vraies discussions sur un sujet. En réalité, on continue à travailler et on ne fait que se parler du film, en réalité. Il faut dire aussi que c'est très difficile de travailler avec quelqu'un, enfin d'écrire avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas. Oui, non, ça c'est pas possible. Ça vous est déjà arrivé peut-être? Oui. Oui, c'est difficile. Hein. Très compliqué. Voire impossible quand même. Ouais. Ça peut donner des bonnes choses quand même, mais... c'est dur quand même. C'est très dur, voilà. Moi je l'ai fait une fois et du coup je me suis posé une règle après. Je me suis posé une règle après, c'est que je travaille... Alors, à compter que je sois partante sur le projet et que je vois quelque chose à écrire qui me plaise, je travaille avec des gens avec qui je me dis que je pourrais aller boire des coups un soir. C'est-à-dire que s'ils me disent tiens, c'est l'heure de l'apéro, je vais pas me dire oh non, pas ça. Non, mais ça c'est... Donc ma règle est assez simple en réalité. C'est si on pourrait... pas si on pourrait d'ailleurs, c'est très 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 mauvais ça. Si c'est possible dans ma tête d'aller passer une soirée à boire des coups avec plein de gens et discuter et parler de plein de choses, de digression et de refaire le monde, à ce moment-là, je me dis ok, on va pouvoir être assis ensemble et se prendre la tête pendant des mois sur un sujet et se faire des nœuds au cerveau ensemble et parfois pas être d'accord, mais en réalité voilà, ce sera sur le scénario qu'on n'est pas d'accord et qu'on se prend la tête, donc ça pourra le faire. Bon, on vous souhaite de pouvoir travailler qu'avec des gens que vous appréciez et de pouvoir boire des coups prochainement, on espère. C'est peut-être un peu mieux pour... Qu'est-ce qu'il y a eu comme fantasme pendant cette heure-là? T'as vu ça? Incroyable. Mais ceci étant, pardon, je ne veux pas terminer sur je ne sais pas si c'est la fin, mais terminer sur une note triste, mais parce qu'on parle de nous, là, qui avons... Évidemment, on parle de là où et heureusement, on parle avec nos expériences, mais
Mais c'est parce que vous demandez si on a plusieurs projets, etc. Je pense que beaucoup de jeunes et moins jeunes scénaristes aimeraient avoir aussi beaucoup de projets. C'est-à-dire que c'est quand même une période dont il faut quand même globalement mesurer la responsabilité collective. C'est-à-dire qu'il y a, pour notre profession qui n'est pas si protégée que ça, pardon, ça fait un peu minute politique, mais c'est important de le dire. On est quand même une profession, on n'est pas intermittent. On est dans une voilà. Oui. Et on est auteur et on est donc quand on travaille, ça va bien, mais ça bascule très vite et on n'est pas si nombreux. Et donc il y a quand même beaucoup de scénaristes qui ne travaillent pas, et avec la situation actuelle, pas autant qu'ils le souhaiteraient et qu'ils le pourraient, et qu'ils en ont le talent et la capacité. Et donc voilà, donc attention à pas donner juste une... Sans compter, Agnès, je voulais absolument le dire, et tu te donnes l'occasion de le dire, sans compter que les... Comment je pourrais dire ça ? Que les financements de scénarios baissent. C'est ça. Voilà. Baissent vraiment. C'est ce à quoi je pensais, mais tu as raison de le préciser. Voilà, c'est-à-dire que donc, pour les scénaristes qui ont une certaine notoriété, c'est à peu près, j'imagine, stable, voire... je ne sais pas, on va voir. Mais pour les jeunes scénaristes, moi, comme vous, je connais pas mal de jeunes scénaristes et je vois ce qu'on leur propose pour écrire des films. Oui. Ça devient... Ouais. Quel est le terme que je vais employer ? Scandaleux ? Indécent. Indécent pour la somme de boulot que ça représente. Ça commence à devenir... toutes les sommes ne sont pas indécentes, mais ça commence à devenir une sorte de précarisation des choses. Quoi. Oui, vraiment. C'est ça. Vraiment. On sent arriver une forme de précarisation. Moi aussi, je le sens. Et donc forcément, voilà, il faut quand même avoir une sorte de... Il faut en avoir conscience et parce que c'est très bien de parler pendant 1 heure de la beauté du métier, mais ce métier, justement, je pense qu'en plus, de plus en plus, à des strates différentes de financement, le scénario est un outil presque surévalué, enfin en tout cas totalement déterminant, et en même temps très souvent sous-financé. Donc voilà, c'était ma petite minute, mais je veux dire, je le pense depuis longtemps, et de la situation s'aggravant, et je pense qu'elle ne va pas aller en s'améliorant. Il faut vraiment, être très conscient et assez militant là-dessus. C'est important. Ça rejoint un peu ce que vous disiez au début, la déconnexion entre l'importance du scénario et la reconnaissance du scénariste, en fait, qui n'est pas forcément... Ah oui, et puis personne n'est protégé de ça. Quelle que soit sa notoriété ou personne n'est protégé de ça, vraiment. Oui, c'est vrai. L'importance du scénariste est vraiment pas la chose la plus... Comment dire ? La chose qu'on voit... Enfin, je sais pas comment dire, voilà. Le scénario, n'est toujours pas pris à sa véritable valeur. Le scénariste, en tout cas. Retenez bien leur nom quand même, Fadette Drouhard, Agnès de Sacy, Jean-François Alain. Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger autour du scénario avec nous. Et puis, comme vous le disiez, on peut poursuivre un peu vos réflexions dans un article de Bande à part, qui est partenaire de la Journée de la Création, que vous avez effectivement, deux d'entre vous, répondu à quelques questions. Celui d'Agnès. Alors, ne lisez pas celui de Fadette. Voilà. C'est pas mal. La structure est super. Voilà, super structure. Il nous reste à vous dire au revoir. Merci d'avoir d'avoir suivi avec nous cette journée de la création à distance, en espérant quand même de pouvoir vous retrouver prochainement dans cette belle salle du cinéma des cinéastes. Merci aussi à tous les partenaires qui ont permis l'organisation de cette journée, en particulier Couverture Image, qui nous a offert ce superbe plateau télévisé. Voilà, c'est pas un événement sur Zoom, une qualité de retransmission assez exceptionnelle. Donc un grand merci à eux, un grand merci à tous les partenaires, un grand merci à tous les intervenants. À très bientôt.